Chers collègues, dans le cadre de nos travaux sur la lutte contre la vie chère, dont l'objectif est d'aboutir à des recommandations en avril prochain, et après nos tables rondes de la semaine dernière sur les dépenses automobiles et le commerce en ligne, nous examinons aujourd'hui la question de l'impact du coût du fret. C'est un sujet crucial pour nos territoires isolés et éloignés. Il a été évoqué à plusieurs reprises lors de nos précédentes auditions. Sur la question du fret, je vous rappelle que 2 collègues en particulier ont été désignés, Thévaro Fritsch et Jocelyne Guidez, et je leur donnerai naturellement la parole, ainsi qu'à notre collègue Viviane Artigalas, que je salue et qui est toujours très présente. Alors, pour nous éclairer, nous accueillons donc Monsieur Patrick Guillaumin, qui est le directeur général adjoint pour les affaires européennes au Conseil régional de la Réunion en visioconférence, et Monsieur Benoît Lambrière, délégué général adjoint d'Eurodom. Messieurs, nous vous remercions vivement d'avoir répondu à notre invitation et nous vous interrogerons en effet beaucoup sur les effets des aides au fret et dans quelle mesure les aides actuelles permettent-elles de lutter contre la vie chère. Comment impactent-elles les coûts de revient? Les aides au fret n'entretiennent-elles pas des relations commerciales trop orientées vers l'Hexagone et l'Union européenne? Ne devraient-elles pas être orientées vers les échanges régionaux? Voici quelques-unes de nos interrogations. Nous allons vous laisser la parole pour votre présentation à tour de rôle sur la base du questionnaire qui vous a été transmis en amont. Vous avez chacun une dizaine de minutes pour votre exposé liminaire. Je demanderai ensuite à nos rapporteurs de poser leurs questions. Et enfin, je laisserai nos autres collègues présents le soin de vous interroger. Donc, Monsieur Guillaumin, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. C'est un grand honneur pour moi de vous parler d'un sujet d'une très grande complexité, mais peut-être mes vieux cheveux blancs et mon vieil âge, 69 ans, me permettent peut-être d'enjamber quelques décennies de débats sur ces questions. On retrouve certes la vie chère, mais on retrouve parfois l'octroi de mer, on retrouve la production locale, on retrouve évidemment l'insertion régionale et beaucoup d'autres sujets. Moi, je pourrais commencer par vous donner peut-être quelques données au regard des fonctions que j'occupe. Comme vous le savez, les régions sont autorités de gestion depuis 2014, mais en tout cas à La Réunion, nous nous intéressions beaucoup à ces sujets depuis 1989. Et donc, je vais commencer par vous parler de ce que je crois connaître un peu, c'est-à-dire l'aide au fret, telle qu'elle a été mise en place, constituée dans ses origines et cofinancée par l'Union européenne. Cette orientation a été mise en place, en l'occurrence d'ailleurs par l'État, au cours de la période 2007-2013 de ces programmes, dont il assurait d'ailleurs l'autorité de gestion, sur la base d'une allocation spécifique qui avait été créée pour les régions ultra-périphériques, sur les programmes 2007-2013 et qui a depuis d'ailleurs été reconduite et qui permettait de financer ces dispositifs. Par ailleurs et parallèlement, un encadrement des aides dites au fonctionnement au sens de l'Union européenne avait permis de faciliter l'agrément de ces aides au sens communautaire et indépendamment de leur origine. Donc ces aides au fret ont été mises en place par les différents préfets, donc je peux vous dire celles qui ont été mises en place à La Réunion à partir de 2007 et qui ont été aussi mises en place en 2014-2020, puis je vous ferai un petit zoom sur la période contemporaine. Je dois ajouter que la question du fret, plus globalement dans les relations d'ailleurs avec l'Union européenne, est une vieille histoire, puisque j'ai vu également dans votre questionnaire que vous parliez du RSA. Et en fait, il existait des aides au fret bien avant qu'elles soient financées par l'Union européenne, notamment sur certaines matières premières. Puis elles ont été effectivement communautarisées, si je puis m'exprimer ainsi, et intégrées dans le régime spécifique d'approvisionnement agricole. Je pourrais vous en parler un petit peu, mais je pense que mon collègue que je connais bien connaît parfaitement cette question.
Je dois donc enfin rajouter que l'aide au fret dont je vais vous parler est incompatible avec le régime spécifique d'approvisionnement et ne peut pas concerner naturellement les mêmes produits. Donc cette aide au fret est mise en place et est possible avec un financement de l'Union européenne. Le choix fait à La Réunion, en commun accord entre l'État et la région, a été de la focaliser pour soutenir, alors vous voyez, soutenir la production locale. Et dans les limites, en 2007-2013, des possibilités ouvertes par l'Union européenne, et je rejoins déjà une de vos questions, qui limitait ces aides à l'époque au transport, écoutez bien, le plus rapide entre la France continentale et chacune des régions ultrapériphériques françaises, puis qui ont été étendues progressivement et assouplies progressivement à l'ensemble de l'Union européenne. Je fais simple, je ne rentre pas dans les débats juridiques depuis 15 ans. Donc la cible, ce sont nos entreprises qui transforment pour leurs intrants et non pas leurs équipements, donc pour leurs intrants qui participent au processus de production, et d'autre part les exportations, si l'on peut parler d'exportation entre une région ultrapériphérique française et la France, et les exportations, là aussi limitées dans un premier temps à la France continentale, puis qui ont pu être étendues à l'Europe. Nous n'avions pas le droit sur 2007-2013, nous n'avions pas le droit de mettre en place ce dispositif sur des frettes d'autres zones. Je pense à notre zone océan Indien ou de zones plus lointaines du Pacifique au niveau de la réglementation communautaire. On revient là d'ailleurs à une vieille notion que M. Londrière connaît bien, qui est la notion développée par la Commission, exactement à la même époque, c'est-à-dire en 2005-2006, de la notion de surcoût quantifiable pour les entreprises, permettant ainsi à l'Union européenne, au niveau des aides d'État, de rendre admissibles des soutiens publics, y compris au fonctionnement, pour ces entreprises. Et pour elles, un surcoût, c'est un surcoût de fret, par rapport à une entreprise européenne. Et vous voyez le lien qu'elle fait à cette époque-là entre fret européen, si je peux l'appeler ainsi, et au niveau de l'origine, et surcoût de fret pour les entreprises productives, industrielles. Nous avons, en tant qu'autorité de gestion, reconduit ce dispositif en essayant de le simplifier. Je dis bien en essayant de le simplifier à 2 reprises, puisque c'est un dispositif assez complexe au niveau des pièces à produire. Donc je peux vous donner les chiffres qui peuvent vous intéresser. Je pourrais évidemment vous communiquer par écrit. Nous avons certifié, c'est-à-dire pour 80 millions de dépenses éligibles, c'est-à-dire de dépenses de fret, sur une période de 6 années de fret. Ça, c'est la première année, essentiellement à 90% à l'import, avec un taux de subvention de 50% sur l'import et de 60% pour l'export. La région abondant ce dispositif pour l'export d'un taux de 10%, je vous donne. Puis nous avons, dans la dernière période, sur l'année 21 et 22, pardon, excusez-moi, mis en place au niveau de l'aide au fret un dispositif de relance post-Covid, si je puis dire en 2021, pour mieux soutenir nos entreprises qui avaient, comme partout évidemment, subi la crise de 2020, où nous avons exceptionnellement augmenté le taux d'aide du fret à 100%, sur ces 2 années de reprise, 21-22, et le montant des dépenses certifiées sur ces 2 années s'est monté à 38 millions. Si vous faites une rapide division par année calendaire, vous vous apercevrez que le montant 2021-2022 est beaucoup plus important que les années précédentes, pour une raison simple, c'est que nous avons eu à subir, je crois que le mot n'est pas mal choisi, une augmentation extraordinaire, peut-on dire, des tarifs de fret dans le monde entier, à compter de fin 2021, début 2022, comme vous le savez tous,
qui ont multiplié les tarifs. Toujours très compliqué, évidemment, de suivre des indices de fret, mais qui ont pu multiplier les tarifs par 3, voire par 4. Et donc, forcément, les tarifs de subvention, enfin, les subventions ont accompagné ce mouvement. On peut dire, Dieu merci, accompagné ce mouvement pour nos entreprises industrielles. Et puis, nous avons reconduit sur le nouveau programme en cours, qui n'a été approuvé que fin 2022, ce dispositif dans des conditions comparables, mais en revenant à un fret à 50%. Et nous sommes retombés, à part l'année 2023 où le fret était encore très important, à des niveaux de subvention équivalents à ceux de 2014-2020. Donc, toujours avec le même dispositif, fret pour les intrants. Nous avons environ, je dis bien environ, 100 à 120 entreprises éligibles. Nous sommes en gestion au fil de l'eau. Il n'y a pas d'appel à manifestation d'intérêt. Toute entreprise éligible peut déposer un dossier. Et nous avons mis en place sur le nouveau programme, pas sur le nouveau programme, pardon, dès 2020, un dispositif de coût forfaitaire. Donc, je voudrais insister sur ce plan. Ces dispositifs sont très complexes. Les fonds européens le sont particulièrement. Et nous avons pu faire adopter par l'autorité d'audit et la Commission européenne, donc un forfait nous permet, basé sur des coûts réels antérieurs, indexé sur un index fret international, qui simplifie pour la majeure partie, en tous les cas, des importations, les papiers et procédures que doivent entreprendre les entreprises qui sont par ailleurs épaulées à La Réunion, pour beaucoup d'ailleurs, par l'Association de défense de l'industrie de La Réunion. Pour votre information, mais je ne peux pas évidemment m'exprimer en leur nom, il y a eu une étude, vous devez être au courant, sur l'aide d'État donnée donc, par l'État sur le fret. Je pense qu'elle est disponible, en tout cas vous pouvez la demander au ministère de l'Outre-mer. À La Réunion, l'État n'a pas souhaité être cofinanceur du dispositif FEDER, n'a pas financé tous les dossiers, n'en a financé qu'une toute petite partie, et je crois savoir, grâce à cette étude, que les dispositifs État ont été très différents, d'homme par d'homme, à La Réunion, ont été peu mobilisés en financement complémentaire de ce dispositif fonds communautaire. Donc voilà pour les premières données, que je peux vous transmettre sur le fret. Nous n'avons pas d'autres dispositifs d'aide au fret à La Réunion, à l'exception d'aides ponctuelles que l'on peut donner, par exemple pour le salon d'agriculture qui vient de se passer à La Réunion pour des foires expositions. Mais nous n'avons pas d'autres dispositifs en la matière. Évidemment, nous ne pouvons pas financer au titre de ces intrants des intrants, je le redis, qui seraient financés par le régime spécial d'approvisionnement et donc des produits agricoles pour faire un peu simple. Et nous n'avons pas ouvert ce dispositif, mais nous y réfléchissons aux pays tiers et notamment aux pays de l'océan Indien, mais je pense que je pourrais répondre à d'autres questions que vous avez posées sur la possibilité effectivement ou l'intérêt même par rapport à la vie chère de se tourner vers des marchés plus de proximité. Voilà, j'ai essayé d'être bref sur l'aide strictement au fret. Nous essayons d'établir cette aide au fret donc, par rapport au renforcement du potentiel de production de nos entreprises, avec un effet que nous espérons, mais que nous ne pouvons pas quantifier sur la vie chère, pour la raison suivante. Cette aide au fret est à la fois significative et à la fois réduite. Je m'explique. Elle est à la fois significative au vu des données. Donc, je prends Réactue, nous avons quand même eu en 2 ans 38 millions de subventions, et environ une dizaine de millions de subventions par an. Mais en fait, elle est assez peu épaisse au niveau du prix, puisque si on la ramène au chiffre d'affaires des entreprises concernées, nous devons être à peu près à 2% du chiffre d'affaires. Donc, ça dépend comment on voit la bouteille, à moitié vide ou à moitié pleine. Le fret est évidemment toujours significatif
dans le prix de revient d'un produit, l'est d'autant plus, comme vous le savez bien, lorsque la valeur de ce bien est extrêmement faible. Évidemment, le fret a peu d'importance. Vous avez parlé des véhicules tout à l'heure, moins d'importance sur des biens dont la valeur au kilo est très importante. Mais tout compte fait et en moyenne, même si elle ne veut pas dire grand-chose, si nous ramenons cette subvention au montant des chiffres d'affaires des entreprises concernées, nous sommes sur un pourcentage qui reste relativement faible. Voilà, je sais que je n'ai pas encore répondu à toutes vos questions, mais je pourrais laisser la parole à mon collègue pour démarrer. Merci, Monsieur Guillaumin, pour vos propos très éclairants. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Benoît Lombrière. Bien, merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, Patrick Guillaumin se plaignait de ses cheveux gris. Moi, j'ai carrément perdu tous mes cheveux en essayant de comprendre précisément le sujet de Daufret. Je voulais le féliciter pour la clarté de son exposé. Je vais, moi, peut-être m'attarder à une vision un peu plus macro que celle qui a été proposée, donc complémentaire de celle que Patrick Guillaumin a proposée, en essayant de répondre peut-être aux deux premiers points du questionnaire qui nous a été passé en amont de cette audition, c'est-à-dire quelles sont les causes, au fond, de la crise actuelle autour de la vie chère, et puis quels sont les principaux outils qui pourraient être mobilisés pour essayer d'y répondre. Et puis, dans la discussion, j'allais dire indifféremment, Patrick ou moi, pourront répondre à l'ensemble des questions qui seraient posées. Alors, le diagnostic peut-être d'abord. Disons-le d'emblée, la vie chère, c'est une réalité incontestable dans les Outre-mer. Vous la vivez. Tous ceux qui y habitent la vivent. La nuancer, la nier, la minorer est un exercice périlleux auquel je ne me livrerai pas pour la bonne et simple raison que je pense que c'est vain et que par ailleurs, pour ceux qui préféreraient les tableurs Excel ou les statistiques publiques à la vraie vie, on réconcilie cette fois-ci, pour une fois, la vraie vie et les statistiques, puisque les statistiques elles-mêmes attestent aussi des écarts de prix entre l'Hexagone et les Outre-mer dans leur ensemble, et les départements d'Outre-mer en particulier. Je vais, compte tenu de l'association dont je m'occupe, plutôt m'attarder sur les départements d'Outre-mer, mais on pourra parler des autres Outre-mer si vous le voulez. Donc les chiffres sont connus, un différentiel de prix avec l'Hexagone de 15% globalement dans les départements d'Outre-mer, avec des pointes allant jusqu'à 40% dans l'alimentaire. Vous en êtes à la 10e table ronde sur le sujet, ça fait 10 fois que chacun des intervenants vous les rappelle. Je le fais à mon tour. Les différences entre les écarts de prix généraux et ceux sur l'alimentaire s'expliquent, et à mon avis c'est assez peu questionné. Pourquoi est-ce qu'il y a 15% en général et 40% sur l'alimentaire? Patrick Guillaumin y a fait une allusion rapide sur laquelle je voudrais insister. Cet écart, selon moi, s'explique à titre principal par le poids du fret dans ces produits-là. Il est bien évident quand un container coûte 2600 € en fret plus 2400 € à peu près de chargement, déchargement, enfin de frais annexes, qu'on appelle les coûts d'approche, le coût du fret plus les coûts de chargement, déchargement, allons appeler ça les coûts d'approche, à peu près à 5000 €. Quand la valeur du container est à 10 000 €, en faisant simplement traverser l'Atlantique ou l'océan Indien, un container, votre prix du container il passe de 10 000 à 15 000 €, c'est-à-dire que votre paquet de pâtes, par exemple, il vaut 50% plus cher. Il est évident que quand le même container est rempli d'iPhone à 1 000 € pièce et que vous en mettez 3 fois plus dans un container, le prix du fret, c'est peut-être bien 1 € sur chaque iPhone. Bon. C'est une explication qui est très simple, qui probablement vous a déjà été donnée, mais je pense qu'il faut la rappeler parce qu'elle est très en lien avec le thème de la table ronde qui va nous occuper aujourd'hui. Les causes de la vie chère sont aussi connues, étudiées, documentées dans de nombreux rapports abondants, qu'ils soient parlementaires, qu'ils soient administratifs, ou qui proviennent d'autorités administratives indépendantes, comme c'est le cas des deux rapports, je crois, qui font référence sur le sujet, même s'il y en a beaucoup qui les ont suivis ou qui se sont intercalés entre les deux, qui sont les deux rapports de l'autorité de la concurrence. Celui de 2009 suite déjà à une crise sociale autour de la vie chère, et celui de 2019 qui est l'actualisation par l'autorité de la concurrence de son rapport de 2009. Ces rapports pointent à titre principal une évidence. L'évidence, c'est que l'éloignement, l'insularité,
l'étroitesse des marchés induisent une masse de surcoûts, dont Patrick Guillaumin a déjà parlé, surcoûts qui pèsent sur les prix et qui ne sont que partiellement ou imparfaitement compensés par les aides publiques. Les aides publiques existent, elles viennent compenser une partie de ces surcoûts, mais une bonne partie de ces surcoûts, et c'est notamment le cas de l'aide au fret, sont encore à compenser, si je puis dire, ou en tout cas, c'est un sujet dont on va parler, je pense, abondamment dans les quelques minutes qui vont nous occuper après cet exposé-là. Dans ces conditions, puisque tout est connu, on est dans un univers dans les départements d'outre-mer qui est peu satisfaisant, mais bien connu, bien borné, bien balisé. Là, peut-être la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi maintenant, quoi. Pourquoi, au fond, une crise sociale éclate maintenant plutôt qu'un peu avant ou un peu après. Bon. À notre avis, à mon avis, elle éclate parce que dans la période de forte inflation que nous connaissons, depuis 3 ou 4 ans, les prix ont augmenté plus vite que les salaires. Alors, ça a l'air d'être une évidence de le dire, mais parfois les explications simples ne sont pas rejetées d'un revers de main. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, puisque les prix à la consommation, j'ai pris avant de venir les prix de l'INSEE, ont augmenté de 10% entre 2020 et 2023 sur l'ensemble des DOM, avec des hausses encore plus marquées sur l'alimentaire, et les salaires n'ont pas progressé aussi vite, d'où une crise réelle du pouvoir d'achat qui touche tout particulièrement les familles qui sont les familles les plus modestes. Sur des territoires qui sont marqués par une pauvreté qui est 5 à 10 fois plus élevée que dans l'Hexagone, eh bien, le cocktail est rapidement explosif. Il faut rappeler quelques chiffres à cet égard, il faut toujours les rappeler parce qu'on a toujours tendance à les oublier ou parfois à les minorer, mais l'INSEE a mesuré qu'aux Antilles, en Guyane, une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est 16% de la population à La Réunion, c'est 40% des Mahorais. Bon. Donc le taux de pauvreté et le taux de grande pauvreté, là, en l'occurrence les chiffres que j'ai donnés correspondent aux gens qui vivent avec moins de la moitié du revenu médian de chacun des territoires concernés, donc ça fait vraiment des gens qui sont en grande détresse, avec quelques centimes de plus sur des produits essentiels, et ça produit un cocktail qui aboutit probablement à une partie de la crise à laquelle on vient d'assister, dans laquelle nous sommes encore. Donc pour cette population, comme pour l'ensemble de la population qui tire ses revenus principaux d'une activité privée, ce que je disais, une variation de quelques centimes sur tel ou tel produit est plus durement ressentie que pour d'autres catégories de la population. Je pense notamment aux agents publics qui, eux, bénéficient d'une prime de vie chère conséquente, prime de vie chère qui les protège beaucoup mieux que d'autres et assez largement du différentiel de prix avec l'Hexagone. Je profite de cette réflexion sur les salaires pour rappeler une évidence, mais qu'on n'entend pas toujours dans les débats sur le coût de la vie outre-mer. Le coût de la vie, c'est certes le niveau des prix, mais c'est aussi le taux d'emploi et le niveau des revenus. Pour le dire de manière plus imagée, un yaourt ou un pack d'eau qui baisse de quelques centimes, il sera toujours trop cher pour quelqu'un qui se trouve au chômage. Il faut donc agir sur les deux paramètres, à la fois les prix et aussi le taux d'emploi et donc les revenus. Et si vous en êtes d'accord, on va examiner successivement ces deux hypothèses pour essayer de répondre aux questions qui sont posées. Donc la deuxième question sur les correctifs qui soient possibles de mettre en œuvre. Sur le premier sujet, donc, qui concerne les rémunérations, il faut avoir une réflexion en profondeur, en particulier sur les bas salaires. S'agissant des salaires, les entreprises font ce qu'elles peuvent dans un contexte très compliqué. Vous connaissez mieux que personne le nombre de défaillances actuelles, qui n'a jamais été aussi élevé, certes en métropole ou dans l'Hexagone, comme il faut dire maintenant, mais aussi beaucoup plus en Outre-mer. Donc le contexte est vraiment très compliqué. Il faut relever aussi que la production industrielle locale verse à poste égal des salaires qui sont 10 à 15% plus élevés dans les Outre-mer que pour le poste équivalent dans l'Hexagone. C'est là aussi une contribution importante à la lutte contre la vie chère. Et une priorité pour lutter contre la vie chère, c'est d'améliorer autant que possible l'environnement fiscal, social, réglementaire des entreprises qui embauchent dans les départements d'outre-mer. Parce que la meilleure politique de lutte contre la vie chère, c'est celle qui permet de transformer un chômeur en actif. C'est une question de pouvoir d'achat et c'est aussi, surtout, peut-être une question de dignité pour nos compatriotes qui habitent dans les départements d'outre-mer. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin sur ce sujet ? Je note que des réflexions existent dans la sphère publique qui évoquent par exemple la possibilité de mettre en place des zones franches sociales. C'est une piste à étudier, même si son impact pourrait être limité par les exonérations sociales déjà fortes qui existent sur les bas salaires ici dans l'Hexagone et encore plus puisque c'est renforcé dans les Outre-mer. Je note aussi que le CICE, mis en place sous le président Hollande, était à cet égard
une bonne mesure, une bonne aide qui permettait de verser une aide aux entreprises qui était fonction de la masse salariale, qui était une aide directe, qui récompensait, si je puis dire, les entreprises qui embauchaient, qui avaient les masses salariales les plus fortes et qui donc devaient faire face aux défis de compétitivité les plus forts. Donc il y avait une vraie logique à la fois de compétitivité mais aussi d'emploi, et qui avait l'avantage de ne pas reposer sur des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire que quand on embauchait des personnes à des salaires jusqu'à 1,2 SMIC, 1,3 SMIC, aujourd'hui, il est plus possible de donner des exonérations sociales parce qu'il n'y en a presque plus. L'avantage d'une aide comme le CICE, qui était un crédit d'impôt, c'est que même là, même quand on avait descendu à zéro les cotisations sociales, on pouvait continuer à verser une aide qui venait de fait alléger le coût du travail pour les entreprises. On a, comme je le disais, quand même un problème de salaire dans les départements d'outre-mer. Voilà, par exemple, une piste qui serait intéressante pour essayer d'y répondre, étant entendu, comme je l'ai dit, que les salariés de la fonction publique sont déjà relativement protégés des aléas liés à la vie chère. À titre d'information, le coût total du CICE à plein régime pour tous les départements d'outre-mer était de 290 millions d'euros à l'époque. Alors nous venons de parler de l'emploi, des salaires. Il faut maintenant voir peut-être comment agir sur les prix. S'agissant des prix, bon, le sujet est assez simple. Si on n'attaque pas le problème des coûts d'approche, des coûts de transport, on fera, à mon avis, rien de très efficace. Je me permets à cet égard de citer le préambule du protocole visant à lutter contre la vie chère qui a été conclu en Martinique le 16 octobre 2024 et qui pointe très justement, et je cite, que 67% du différentiel des prix entre l'Hexagone et la Martinique sont imputés aux frais d'approche. Bon. Donc vous avez là 2/3 du problème qui est sous vos yeux. Il faut le voir, il faut l'affronter dès lors qu'on réfléchit au sujet de l'aide aux fret dans la perspective qui est la vôtre, c'est-à-dire la lutte contre la vie chère. Alors je veux souligner à ce stade la contribution de la filière banane des Antilles sur ce sujet, car en assurant une rentabilité au fret retour, c'est-à-dire dans le sens anti-hexagone, la filière banane permet une relative modération des coûts de fret, qui sinon, les prix des containers vides qui reviennent une fois avoir amené leurs marchandises à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre seraient répercutés dans le prix des biens qui sont livrés dans ces deux capitales. Alors, ce n'est pas ça qui résout l'essentiel du problème, mais ça fait partie des facteurs d'amélioration de la situation. Le sujet des frais d'approche est complexe, mais il est essentiel. Il est prévu d'ailleurs dans le protocole du 16 octobre 2024. Emmanuel Valls a indiqué le 23 janvier 2025 à l'Assemblée nationale avoir saisi l'inspection générale des finances pour lui faire des propositions opérationnelles de mise en œuvre. Les conclusions de ce rapport sont très attendues par les consommateurs puisque, encore une fois, le fret est responsable des 2/3 des écarts de prix avec l'Hexagone. Les professionnels du secteur, c'est-à-dire les importateurs et la grande distribution, chiffrent à 100 millions d'euros environ le montant total d'une aide qui viserait à neutraliser les frais d'approche, dès lors que, c'est-à-dire à la fois le coût du fret et les opérations d'embarquement et de débarquement, dès lors qu'on prendrait comme base de calcul à peu près les produits qui sont déjà visés dans le protocole de lutte contre la vie chère en Martinique et qu'on essaierait de l'étendre à l'ensemble des départements d'outre-mer. Donc, moi, je n'ai pas vérifié ce chiffre-là moi-même, je n'ai pas la capacité, mais enfin, les importateurs comme la grande distribution sont des gens qui toute la journée font de la logistique. S'ils estiment que c'est autour de 100 millions d'euros, je pense qu'on doit pouvoir, pour l'ensemble des outre-mer, je pense qu'on doit réussir à croire ce chiffre. Si on met en place une aide qui diminue ou qui neutralise les frais d'approche, ce qui encore une fois me paraît incontournable, il faut le faire en veillant à ce que les produits de première nécessité, en veillant à ce qu'elle vise les produits de première nécessité qui sont non concurrents de la production locale, comme cela a d'ailleurs été fait et bien fait à la Martinique. Voilà une piste qui semble intéressante dès lors que le cadre est fixé nationalement et les modalités de mise en œuvre négociées localement, département par département, avec les représentants de la production locale. Il est bien évident que la production locale, elle n'existe que parce qu'il y a deux facteurs qui viennent appuyer son développement. Le premier, c'est l'octroi de mer, je vais en dire un mot dans un moment. Et le deuxième, c'est les coûts d'approche. Évidemment, plus les coûts d'approche sont faibles, plus la compétitivité relative de la production locale devient compliquée à équilibrer. Bon. Donc je rappelle toujours cette précaution de base, attention à ne pas transformer les actifs actuels en chômeurs au nom de la lutte contre la vie chère. Il faut toujours faire cette balance
délicate mais indispensable entre les prix et les revenus. Dernier élément de mon intervention, je veux dire un mot de l'octroi de mer, qui est très lié au sujet du fret, puisque il frappe les marchandises à l'import. Son fonctionnement est parfois critiqué dans les débats sur la vie chère, et je ne peux pas, devant le Sénat, faire l'impasse d'une réflexion sur ce sujet. Comme toutes les taxes, l'octroi de mer renchérit le prix des produits qu'il frappe. Je dirais même que c'est le principe d'une taxe. Une taxe qui ne renchérit pas un produit n'est pas une taxe. Toutefois, pour éviter qu'il pèse trop sur le prix des produits, l'État a accepté de diviser par 2, voire même de mettre à 0, le montant de la TVA qui est associé à l'octroi de mer. Le raisonnement qui est fait est le suivant, c'est que la somme du taux de TVA et du taux d'octroi de mer ne pèse pas, enfin pèse à peu près la même quantité que dans les Outre-mer que le taux de la TVA seul dans l'Hexagone. Ce qui est globalement le cas. Soulignons au passage que les services, qui représentent 2/3 de la consommation des ménages, ne sont pas concernés par l'octroi de mer et ils bénéficient donc de la réduction de TVA sans avoir à supporter la contrepartie qui est le fait d'être frappé d'octroi de mer. Il est vrai qu'en période de forte inflation, comme c'est le cas actuellement, le fonctionnement de l'octroi de mer, comme celui de la TVA, ne va pas dans le bon sens, puisque le prix du produit taxé augmentant, la collecte de l'octroi de mer, comme la collecte de la TVA, augmente au fur et à mesure, puisqu'elle est exprimée en pourcentage. La force de l'octroi de mer, c'est que même dans cette situation, les collectivités locales peuvent ou pourraient piloter leur taux d'octroi de mer pour que le montant collecté par cette taxe reste le même, c'est-à-dire en pratique de baisser leur taux en période de forte inflation. Quand un produit vaut 100 € et qu'il est taxé à 10% d'octroi de mer, vous collectez 10 €. Si le produit passe à 200 €, eh bien, si vous laissez au 10%, vous collectez 20 €. Mais pour collecter les 10 € que vous collectiez au début, eh bien, vous pourriez ramener votre taux à 5%. Et vous avez comme ça un effet contracyclique qui me semble intéressant. C'est une décision des collectivités, c'est très rapide, c'est une délibération de la collectivité concernée. Et c'est très souple et c'est très efficace. L'État ne peut pas faire ça avec son taux de TVA, qui lui est beaucoup plus lourd à piloter pour la bonne et simple raison que sa modulation ne peut passer que par une loi de finances, comme vous l'avez vu dans la période récente, avec la baisse de la TVA qu'il a fallu passer dans le PLF 2025 avant qu'elle s'applique en Martinique. Je pense donc que nous n'aurions rien à gagner, bien au contraire, à affaiblir l'octroi de mer, car ne nous y trompons pas, si nous affaiblissons l'octroi de mer, et je le dis devant la Chambre des territoires, il faudra alors trouver de nouvelles ressources de financement pour les collectivités locales, c'est-à-dire très concrètement trouver entre 1,2 et 1,6 milliard par an pour financer autrement le budget actuel des collectivités locales dans les départements d'outre-mer. Alors on peut penser que Bercy acceptera de faire un chèque tous les ans de ce montant-là sans aucune contrepartie, mais ça semble illusoire. Dès lors que la raison pour laquelle les taux de TVA réduits existent aura disparu, l'existence de l'octroi de mer, alors il est certain que Bercy va demander à relever les taux de TVA pour collecter 1,2 ou 1,6 milliard en fonction de ce dont les collectivités locales auront, ce que les collectivités locales auront réussi à négocier comme dotation avec l'État. La Cour des comptes, dans un rapport du 5 mars 2024, par ailleurs très critiquable sur bien des points, a chiffré les hausses de TVA nécessaires pour maintenir les recettes que les collectivités locales tirent actuellement de l'octroi de mer. C'est en page 164 du rapport et les chiffres donnent le tournis. Il faudrait passer à un taux de TVA de 20% en Guadeloupe et en Martinique, de 16% à La Réunion et à Mayotte, où je rappelle aujourd'hui la TVA est à 0, et à 15% en Guyane, où la TVA est aussi à 0. On voit mal l'intérêt d'une telle réforme pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes des départements d'outre-mer. Sur l'octroi de mer, il faut sans doute des adaptations, ici ou là, c'est vrai. Je viens d'en parler rapidement, peut-être pour limiter ses effets en période de forte inflation, mais attention à la tentation du grand soir qui pourrait se traduire par des lendemains qui déchantent. Un mot enfin très rapide d'alerte du Sénat sur un sujet essentiel et très peu évoqué à ma connaissance. Celui, c'est un peu technique, mais vous allez voir que ça devient très vite très concret, celui de l'ETS maritime et aérien pour les départements d'outre-mer. Je ne sais pas si ce sujet a été évoqué devant vous, ce qu'on appelle plus communément la taxe carbone européenne qui est prévue dans la directive 2023-959. En raison de leur éloignement,
Les départements d'outre-mer sont des territoires européens les plus fortement exposés à la mise en place de cette taxe carbone, évidemment, puisque c'est loin, donc ça consomme plus de carbone, et donc voilà, qui pourrait conduire à une hausse sans précédent du coût de la vie dans les départements d'outre-mer. Pour le moment, les départements d'outre-mer sont exemptés du paiement de cette taxe, les collectivités d'outre-mer ne sont pas concernées, mais cette exonération prend fin au 31 décembre 2030. C'est un enjeu majeur pour le coût du fret, donc pour le coût de la vie, et accessoirement pour la continuité territoriale des passagers entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer. Il faut, à notre avis, s'en préoccuper sans tarder avec nos partenaires européens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, cet après-midi, c'est une après-midi très technique Oui. et très studieuse. Donc, je vais passer la parole à Jocelyne Guidez. Jocelyne Guidez. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très technique, encore plus avec l'autre monsieur tout à l'heure. Là, quand même, là, on vous a suivi un peu, mais l'autre monsieur m'a complètement perdu. Hein, donc, je voulais juste alors, vous demander aussi une question, justement, sur l'octroi de mer. Oui. Vous avez dit que si on supprimait l'octroi de mer, il faudrait passer la TVA à 20%. Oui, enfin, la Cour des comptes ça, le dit, oui. Mais aujourd'hui, la TVA, dans les outre-mer, elle est à combien? Elle est à 8,5 en... 8,5, c'est ça. Enfin, elle est à 8,5 à taux plein, oui. En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, et elle est à 0 en Guyane et à Mayotte. D'accord. Il y a des inégalités, en fin de compte, par rapport aux différentes îles. Ah oui, bien sûr, il y a des inégalités qui s'expliquent par l'histoire, mais si vous me demandez ma position, moi je suis très pour que tout le monde s'aligne sur la Guyane et sur Mayotte. D'accord. Ben voilà, comme ça au moins c'est clair. Alors, je vais vous poser deux questions, puis comme ça je laisserai les questions aussi à mes collègues. Les aides au fret n'entretiennent-elles pas des relations commerciales trop orientées vers l'Hexagone, et l'Union européenne ne devrait-elle pas être orientée vers les échanges plutôt régionaux? Et ma deuxième question, c'est des propositions ont été faites il y a quelques années, notamment de la part de la préfecture de Martinique, et encore récemment en faveur d'une aide au fret sur les produits de première nécessité. Que pensez-vous de la faisabilité? Le document administratif unique d'eau permet-il de la cibler aussi finement? Voilà, je vais poser juste ces deux questions pour laisser aussi à mes collègues de vous en poser d'autres. Merci. Teva Roufrich. Merci, merci à nos deux intervenants. Alors, je suis bien sûr tenté de parler du Pacifique, mais je vais d'abord rester globalement sur l'aide au fret dans le périmètre qui nous intéresse là. Mais ça n'empêche pas de faire un parallèle. Je reviendrai sur l'octroi de mer, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, serpent de mer aussi, c'est le cas de le dire. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Benoît Lombria sur... avait été évoqué à un moment la question de la TVA régionale et de la possibilité effectivement de... je crois que la Cour des comptes avait aussi traité ça dans son rapport. Mais, elle avait traité, elle a fini par reculer, mais elle l'avait traité. Elle a fini par reculer, mais est-ce que c'est une idée à jeter entièrement? Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur le sujet. J'ai bien entendu la possibilité de... Et je souscris intellectuellement à la possibilité de moduler les taux d'octroi de mer pour garder une recette constante en période d'inflation. Pour avoir un peu œuvré aussi dans ces sujets-là en Polynésie. Ce qui reste compliqué quand même, c'est la capacité ensuite du monde économique à pouvoir s'adapter à différents taux de taxation en fonction de leurs outils à disposition. Je veux dire, je parle de la vraie vie, comme vous le disiez tout à l'heure, ouais. Aller moduler tous les mois un taux de taxation. Je ne sais pas si la Cour des comptes est allée jusque-là, et ça m'intéresserait de voir pour le côté un peu opérationnel des choses. Parce que je crois aussi que si on vient encourager un système de subventionnement ou un autre, à un moment aussi, le professionnel et le citoyen va nous dire mais quel effort vous faites sur la taxation d'un autre côté, parce ou Bercy d'ailleurs pourrait aussi nous le faire remarquer. Ce qui m'amène à une autre question sur, et ça a été évoqué un peu par notre interlocuteur là, à La Réunion, que je remercie aussi, c'est sur mais ça m'intéresserait d'avoir vos avis à tous les deux, sur la complémentarité, la juxtaposition du dispositif européen et national, ou s'il y a des améliorations à prévoir en la matière, parce que j'entendais tout à l'heure que le dispositif d'État avait moins de succès que l'autre.
quelles préconisations on pourrait avoir en ce sens. Alors, je ne connais pas bien ces dispositifs parce que je viens d'une collectivité du Pacifique. Hein, donc, et ce qui m'amène à ma dernière question sur le Pacifique. Alors, bien sûr, nous avons un statut particulier de PTOM et n'entrons pas dans les dispositifs FEDER pour les RUP. Néanmoins, nous vivons aussi le diktat des distances et a fortiori de manière encore plus poussée. Sur l'alimentaire, on reste à près de 51% de différentiel. Et je parle sous le contrôle de mon collègue de Calédonie, là, mais sur l'alimentaire notamment. Et, alors c'est vrai que la collectivité est compétente au sens juridique, mais pour moi, ça n'interdit pas à l'État, qui le fait dans bien d'autres domaines, de pouvoir participer sous forme de contrat de développement ou d'autres dispositifs conventionnels à la réduction de la vie chère aussi dans nos collectivités. C'est souvent écarté assez rapidement par Bercy en se cachant derrière le statut d'autonomie de la Polynésie. Mais il me semble que le sujet est ouvert, ou alors il y a une double citoyenneté française, et il faut me le dire tout de suite, ça fera plaisir aux gens qui dirigent actuellement la Polynésie. Mais ça n'est pas mon parti. Donc voilà, question un peu politique à la fin, mais on se connaît un peu avec Benoît, je ne pouvais pas ne pas parler de chez moi, bien entendu. Mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le principe d'une aide, d'un subventionnement ou de dispositifs auxquels nous ne penserions pas aujourd'hui pour aussi s'associer à l'effort des collectivités françaises du Pacifique, Calédonie, Wallis et Polynésie, sur ces sujets qui nous touchent encore plus durement, et même s'il n'y a pas de palmarès sur le sujet que les Antilles ou que la Réunion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les Antilles et la Réunion, mais ça veut dire quand même que nous, c'est aussi un sujet. Et je ne vois pas pourquoi, du fait de nos statuts, on serait écarté de ces débats. Voilà. Merci. Patrick, si tu permets, je commence par la fin. Sur la réponse sur le Pacifique. Commence par la fin, cher camarade. Merci. Alors sur le Pacifique, évidemment, l'État a pleine compétence pour y intervenir, et je crois savoir que le ministre des Outre-mer en revient, c'est dire si l'État y est à sa place. Bon, comme vous l'avez justement dit, il y a les contrats de développement. Encore faut-il que la lutte contre la vie chère soit la priorité des deux parties qui négocient le contrat de développement. Je ne doute pas que pour l'État, ça en soit une. Il y a une deuxième partie. Deuxième élément, qui est plus un élément d'alerte. Au plan européen, l'essentiel des financements qui viennent en soutien des collectivités du Pacifique viennent de ce qu'on a appelé pendant très longtemps le FED. Puis quand on a commencé à se familiariser avec l'acronyme FED, ils ont changé le nom, parce qu'ils ont commencé à avoir trop de repères. C'est appelé le DAO, puis maintenant ça s'appelle le DAOG. Alors le DAOG, ça veut dire décision d'association pour les Outre-mer et le Groenland. D'où mon point... GC Groenland, d'où mon point d'alerte, qui est un vrai point d'alerte, c'est qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'argent dans ce qu'on appelait avant le FED et qui s'appelle maintenant le DAOG, avec la volonté, je crois que vous allez en parler tout à l'heure, relativement expansionniste du président américain sur le Groenland. Vous n'allez pas parler du Groenland tout à l'heure, mais vous risquez de parler du président américain quand même. Il y a une tentation très forte à Bruxelles, qui est d'autant plus forte qu'elle se fait sourdement, et donc ça me fait plaisir de pouvoir en parler, de réorienter une bonne partie des fonds disponibles dans l'ancien FED, qui est maintenant dans une poche commune au Groenland, vers le Groenland, pour lui permettre de se défendre face aux tentations impérialistes du président américain. Tout ça, c'est très bien. Il faut aider les 30 000 habitants du Groenland à se défendre. Enfin, il y a quelques millions d'habitants dans le Pacifique qui n'ont pas forcément à faire les frais d'un président qui s'est levé de mauvaise humeur un matin. Donc je le dis avec un peu de plaisanterie, mais en étant quand même assez sérieux, c'est, je pense, un dossier sur lequel il faut, je crois que vous allez à Bruxelles dans pas longtemps, avec la délégation aux affaires européennes. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut que vous mettiez sur la table, parce que si vous ne le mettez pas sur la table, c'est pas la Commission qui va vous expliquer ce qu'elle est en train de faire. Bon, or, ils sont en train de reventiler les crédits. J'en profite aussi, toujours sur le Pacifique. Vous voyez que c'est une partie du monde qui est chère à mon cœur, pour vous signaler que sur les fonds d'intervention du ministère de l'Agriculture,
si on veut rester technique pour continuer à faire chic, c'est le programme 149. Donc, c'est le programme 149 du ministère de l'Agriculture, qui est les crédits d'intervention. Il y a une aide, à ma connaissance, non mobilisée, de près de 3 millions d'euros pour aider au développement de l'agriculture. Alors, le regroupement est curieux, mais en Guyane et dans les collectivités d'outre-mer. Alors, pourquoi est-ce que les deux sont mis ensemble, je n'en sais rien. Mais c'est une aide donc précisément de 2,8 millions d'euros qui est mobilisable pour le développement de la souveraineté agricole des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, qui n'est pas mobilisée et sur laquelle, là aussi, si vous avez quelques entrées chez Annie Genevard, vous pourriez essayer de regarder à quoi elle est utilisée et si elle peut être mobilisée différemment. Ça veut dire soit en renforçant la sécurité alimentaire en Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna, soit si elle n'est pas mobilisée en l'utilisant éventuellement pour alléger peut-être temporairement, ne serait-ce que les intrants qui sont destinés à la transformation locale. Et je vous fais une réponse très précise. Vous avez bien fait de poser la question. Bon, sur le reste, je vais peut-être laisser répondre Patrick Guillaumin. Sur la juxtaposition entre le dispositif national et communautaire, il va être beaucoup plus précis que moi. Simplement, attention, quand vous l'écoutez, il est dans une collectivité sur laquelle le dispositif fonctionne très bien. Dans les collectivités des Antilles, en Guyane, et là je me fais le relais des professionnels, le mécanisme ne fonctionne pas du tout. Bon. Il est trop long, il y a trop de financeurs. La force, si je puis dire, de la Réunion, c'est qu'elle finance presque toute seule, mais enfin c'est Patrick qui va le dire, donc c'est un risque supplémentaire, mais enfin quand il y a un seul financeur, c'est plus facile que quand il y a 2 ou 3 fonds à croiser, ça fait partie de la complexité. Et poser la question de comment on peut arriver à rationaliser, je pense que vous pouvez écouter ce que dit Patrick Guillaumin, lui demander des préconisations, et si l'aide fonctionnait partout comme elle fonctionne à La Réunion, je pense qu'il y aurait moins de débats sur le fret. Sur la TVA régionale, bon, la Cour des comptes, mais Patrick Guillaumin va pouvoir répondre aussi. Bon, la Cour des comptes a envisagé cette hypothèse. En fait, on voit bien ce que ça veut dire. TVA régionale, on peut tourner le problème dans tous les sens. À la fin, il faut trouver 1,6 milliard pour financer les collectivités. Alors, bon, le consommateur, bon, bah, que vous lui preniez l'argent dans sa poche en appelant ça octroi de mer, en appelant ça TVA tout court, en appelant ça TVA régionale, ou en appelant ça ce que vous voulez, ça ne fait pas en fait beaucoup de différence. La vérité, c'est qu'à la fin, c'est toujours un coup de poche droite et poche gauche, comme on dit. Donc vous donnez d'un côté et puis vous reprenez de l'autre. Bon, ça va... Non, alors ça c'est encore un autre débat. Ça veut dire, est-ce qu'il faut faire fonctionner l'octroi de mer comme une TVA? Ça, là c'est un sujet bon, qui est un peu complexe et technique, dans lequel on pourra peut-être revenir, mais sur lequel on pourra peut-être revenir. Je ne veux pas monopoliser la parole. Bon, mais s'il est récupérable, ça a des conséquences pour la production locale. Il faut donc probablement augmenter les taux de protection. Enfin bon, donc ça devient assez vite très technique. Donc je ne rentre pas complètement là-dedans. Mais la TVA, si on appelle TVA régionale, la TVA frappe encore une fois les biens et les services. Hein. Quand je dis qu'on passe à une TVA, par exemple, à 15 points en Guyane, ça veut dire, alors là pour le coup, que tous les biens et les services prennent 15 points de taxation nouvelle. Bon, c'est beaucoup. Enfin, les services prennent 15 points de taxation, mais les biens prennent 15 points de taxation. Tous les services prennent 15 points complètement, puisque là, aujourd'hui, en Guyane ou à Mayotte, les services sont taxés à 0, que ce soit à l'octroi de mer ou à la TVA. Et puis, sur la modulation de l'octroi de mer, est-ce que c'est possible? Là, je vais laisser l'homme de l'art répondre. On n'est pas obligé de moduler tous les mois. Il me semble que s'agissant de biens qui passent la douane à des échéances assez régulières, c'est vrai que si on change les taux et les différentiels de taux pour la production locale, c'est un peu compliqué. Mais si on s'intéresse à l'essentiel des taux qui font l'essentiel du budget, qui sont des taux qui ne sont pas sur la production locale, bien, il suffit de dire à l'importateur ou au transitaire, ben, c'est plus 9, c'est 8 ou c'est 6. Il applique. Bon, c'est vrai que c'est un peu... C'est plus compliqué pour lui que si on ne changeait rien, mais ça me semble être relativement surmontable. Je n'ai pas répondu à vos questions, mais je vais répondre après. Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Bien, mesdames et messieurs, je vais vraiment essayer d'être moins technique, ce qui n'est pas forcément facile pour un fonctionnaire territorial et qui plus est en poste. Vous pouvez aisément le comprendre.
Et je loue, je peux le dire, mon camarade M. Lombrière à son poste, qui a forcément une aisance que je n'ai pas, mais surtout une liberté que je n'ai pas non plus. Avant de répondre aux 4 questions, me semble-t-il, très précises qui ont été posées, je vais faire le relais de ce qu'a dit M. Lombrière. Ce n'était pas le sujet sur l'octroi de mer. Nous avons participé activement à beaucoup de débats sur cette question. Je partage, et nous partageons d'ailleurs à la région, là je peux me permettre d'aller plus loin, ce qu'il a dit. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises sur ce sujet, et je pense qu'il faut prendre garde effectivement aux illusions perdues en ce domaine. Car après les illusions perdues vient le temps de la réalité. Et le temps de la réalité, comme vous l'a dit M. Lombrière, c'est que nous sommes sur un vieux débat avec certainement des causes très structurelles, et que ceux qui pensent avoir une baguette magique peuvent éventuellement se retrouver fort députés, si je puis m'exprimer ainsi, mauvais jeu de mots, lorsque la bise sera venue, et encore la bise dans les milieux tropicaux, c'est assez rare. Une petite observation, alors je sais bien que la Réunion, et je vous prie de m'en excuser, je remercie aussi M. Lombrière de ce qu'il a dit sur le fret, nous ne gérons pas l'octroi de mer à La Réunion comme dans les autres DOM. C'est la réalité. On peut le vérifier comme on veut. Nous avons d'ailleurs un rendement d'octroi de mer qui est 2 fois plus faible que celui de la région qui a le rendement le plus élevé. Donc forcément, un impact sur les prix qui est 2 fois plus faible. Voilà, c'est une chose très simple. Et à titre d'exemple, je ne partage par contre pas ce qu'a dit M. Lombrière sur l'octroi de mer variable, parce que vous voyez, malgré l'inflation de 2024, il y en avait encore pas mal, y compris à cause du cyclone Bellal en janvier 2024. Nous sortons, comme vous le savez, d'un cyclone assez terrifiant vendredi dernier aussi. Eh bien, la recette d'octroi de mer à La Réunion a baissé. Donc, vous voyez, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne croit. Je dis bien a baissé en valeur absolue, et donc en valeur constante, évidemment, encore plus. Donc, c'est plus compliqué qu'on ne croit. Il est assez rare qu'un prix soit multiplié par 2. À ma connaissance, la seule fois que j'ai vu ça, c'est effectivement dans le prix du fret en 2021, fin 2021, 22, 23. D'ailleurs, vous pourriez examiner l'impact du coût du fret globalement sur l'économie des DOM. Ce chiffre n'existe pas. Il se chiffre pourtant à des montants très équivalents à celui, peut-être un peu inférieur, mais pas si loin que celui de l'octroi de mer. Je reviens donc sur l'octroi de mer. M. Lombrière a dit beaucoup de choses très intéressantes. Méfions-nous effectivement de ces effets trop simples. Je voudrais juste informer les sénateurs que nous avons pris une décision unilatérale en décembre 2024 pour baisser ou annuler des taux d'octroi de mer sur des produits de première nécessité, en espérant d'ailleurs que l'État puisse l'accompagner, ce qui n'est pas le cas encore actuellement à La Réunion, par de la TVA zéro. Ça montre que l'octroi de mer, c'est un outil dynamique, c'est un outil flexible, c'est un outil plus complexe et plus intelligent qu'on ne croit. À titre d'exemple aussi, sur non pas la vie chère, mais le développement durable, nous avons mis des taux zéro ou des taux réduits sur l'ensemble des produits électroménagers qui consomment peu d'énergie, dans la logique du développement durable, ce que la TVA ne peut pas faire. Je reviens à vos questions plus précises. Relation avec la zone, ne faut-il pas effectivement s'ancrer davantage dans la zone en matière d'aide au fret? Je crois que la réponse est simple, la réponse est oui. La réponse est oui à la fois sur le long terme, sur le plan stratégique, la réponse est oui sur le moyen terme, et la réponse est oui sur le court terme, c'est-à-dire avec des actions concrètes, et par exemple l'extension de l'aide au fret sur des produits, alors pour ce qui nous concerne en tous les cas, des intrants en provenance de la zone. Oui, il y a une vraie perspective en ce domaine. Nous parlons depuis là aussi très longtemps de l'insertion régionale des économies, alors pas simplement des DOM, je pense également, très probablement, même si je n'en suis pas un spécialiste, des économies du Pacifique dans leur zone. Oui, cela n'a pas de sens de faire systématiquement faire 10 000 km dans notre cas à des produits, encore des fois un peu plus, alors qu'on pourrait s'approvisionner dans des zones plus proches. Des initiatives ont été prises, comme vous l'avez vu, notamment sur des produits
du bâtiment. Ce n'est peut-être pas les produits de première nécessité, mais enfin, ils participent à la vie chère dans les coûts de construction pour alléger également les normes Union européenne. Voilà une très bonne initiative pour prendre cet exemple-là. Oui, donc là, oui, on a tout un champ des relations avec la zone et de mobilisation, y compris d'aide au fret d'ailleurs, pour s'approvisionner à distance plus courte et probablement prix moins cher. Cela prendra évidemment du temps pour renverser totalement les flux, et ça ne concernera que certains flux. Deuxièmement, vous me posez la question sur les produits de première nécessité, ce mouvement étant venu des Antilles, comme vous l'indiquez. Permettez-nous d'être plus interrogatifs. Je reprends les chiffres qu'a donné M. Lombrière sans le taquiner. Je ne pense pas que le coût d'un container soit de 5 000 €, même avec les frais d'approche, mais prenons son chiffre. Un container basique fait 18 tonnes. 5 000 € divisé par 18 tonnes, ça fait 27 centimes le kilo. Croyez-vous raisonnablement, à part un kilo de plumes, c'est-à-dire vraiment des produits qui ne coûtent que très très peu cher, qu'on ait un impact significatif sur les prix en admettant non seulement le fret, mais les coûts d'approche, les coûts de transitaire, les coûts de transport intra-européen, les coûts de transport du port à l'entrepôt. Interrogez-vous. Deuxième élément, bien entendu, lorsqu'on commence à massivement mettre des subventions en ce domaine, il est probable que le coup d'après soit, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, moi je l'ai connu quand j'étais jeune, mais je suis très vieux, en tous les cas, on ne va pas dire un contrôle des prix, mais un encadrement. Je pense raisonnablement qu'il est probable que l'accompagnement d'une aide massive sur quelques produits de fret s'accompagne de cet encadrement, et j'en donne pour preuve le régime spécial d'approvisionnement, où effectivement l'exigence communautaire a été de vérifier l'impact à l'euro près de cette subvention, en l'occurrence au fret, sur les prix. Et puis je pourrais continuer dans les conséquences. Comme l'a dit très bien M. Lombrière, il faudrait en plus choisir des produits locaux qui ne rentrent pas en concurrence avec la production locale. Avec un autre débat qui n'est pas simple et que je ne conclus pas parce que chacun a sa position sur ce plan-là et que nous avons tous les jours. Il est clair que la production locale ne produit pas tous les biens en qualité et marque. Mais il est clair aussi que les produits sont substituables les uns avec les autres. Regardez par exemple, quand vous allez dans un appareil de distribution, le nombre de variétés de produits du même produit que vous allez selon les marques, selon les quantités, selon les contenants que vous pouvez avoir. Il peut donc tout à fait apparaître pour un consommateur lambda que ce produit de telle marque est un produit de première nécessité, qui doit être subventionné par son fret, et c'est une position entendable, alors même qu'il est en fait, il n'est pas produit localement, mais qu'il est en compétition avec un produit de substitution qui se trouve juste à côté. Donc il y aura déjà un débat sur ce qu'est un produit de première nécessité non produit localement et n'entrons pas en compétition avec une production locale. Je pourrais continuer sur ce plan-là. Je pense donc que ce débat-là, qui paraît là aussi assez simple, il suffit de payer le fret et d'autres frais, et vous aurez des prix équivalents, est probablement plus complexe. Probablement plus complexe. Je continue. Complémentarité des aides nationales et des aides communautaires. Monsieur Lombrière m'a beaucoup facilité mon travail. Vraiment, je sais, si je peux vous la retrouver, je le ferai tout à fait volontiers et vous l'adresser. L'étude qui avait été faite était très instructive sur l'utilisation des aides de l'État au niveau fret, avec un bon bilan, et confirme ce que dit M. Lombrière. On est effectivement dans des mondes assez différents aux Antilles-Guyane et à La Réunion. Donc l'État en a fait une consommation très, très, très faible, et les entreprises industrielles, effectivement, je pense, s'en sont contentées puisque nous avions une aide régulière, et je remercie des compliments, que nous essayons d'être pas trop longue, elle l'est un peu trop à mon goût, mais c'est toujours trop long, et c'est toujours trop technocratique tout ça. C'est moi qui vous le dis, je l'assume, on essaye de simplifier. Mais donc la complémentarité est au jour d'aujourd'hui assez faible.
on a simplement une orientation de l'ASGAR depuis un an, d'essayer de coller directement à nos aides. Et une bonne pratique que je me permets de vous signaler, qui est d'ailleurs assez réunionnaise, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait qu'un seul dossier, c'est nous qui faisons la certification de la dépense, et le préfet utilise la certification de la dépense pour payer la sienne. Voilà, c'est très simple, vous voyez, c'est très concret, c'est très opérationnel, ça ne demande rien du tout, et ça évite un double circuit et 2 fonctionnaires au lieu d'1. Je referme la parenthèse. Donc, sur cette complémentarité, oui, je partage ce que dit M. Lambrière. Il est probable que nous ayons plus intérêt, territoire par territoire, de discuter évidemment avec les acteurs, donc les acteurs de la distribution, les acteurs professionnels de la production, les consommateurs, enfin l'OPMR par exemple, à La Réunion, pour voir comment mettre en œuvre des dispositifs complémentaires et cohérents, alors que la juxtaposition d'aides qui se cumulent les unes sur les autres sont en général assez inefficaces. Je me permets cette observation, je ne sors pas de mon rôle de fonctionnaire. Il faut mieux des politiques complémentaires, cohérentes, construites ensemble et qu'on pilote d'une certaine façon ensemble, en respectant le partenaire, plutôt que de juxtaposer des aides sur le même dispositif. Et ceci dépasse d'ailleurs de loin l'aide aux fret. Ai-je oublié une question? Je vous prie de m'en excuser si je l'ai oublié. N'hésitez pas de me relancer si j'avais oublié quelque chose. Il nous reste plus que quelques minutes avant de passer à la deuxième audition. Avant de passer la parole à ma collègue Viviane Artigalas, j'avais une question sur le prix justement de l'aide le prix du container. Vous avez évoqué 5 000 €, mais le fait que le container reparte dans la plupart du temps vide, est-ce que cela contribue à ce coût de l'allocation du container ou pas? Je peux vous répondre, les prix dans le domaine du transport maritime sont quelque chose de très particulier. Mais ça, vous le savez probablement. Pas un expert maritime, mais il faut faire très attention parce qu'on est dans un monde qui a ses coutumes, ses us et coutumes, et le prix est assez complexe. Il est clair que ce que dit M. Lambrière est tout à fait exact pour un transporteur. Évidemment, quand il fait son prix, il fait très attention de savoir qu'est-ce qu'il va faire de son container, si je puis dire, au retour ou à l'aller, pas dans quel sens il est. Et globalement, nous avons le même problème à La Réunion. Les DOM ont évidemment, pour beaucoup d'entre eux, un problème, c'est qu'ils importent des containers et réexportent des containers vides. Et réexporter un container vide, ça a toujours un coût. Alors on peut avoir la chance, si je puis m'exprimer ainsi, que donne M. Lambrière sur des containers spéciaux frigo. Alors, de mémoire, quand même, Marc, c'est des containers spéciaux frigo et pas des containers standards. On peut aussi, alors non pas avoir cette chance, parce que nous avons de gros problèmes de containers qui retournent à vide, mais se retrouver sur des routes de passage où d'autres ports ont des besoins de containers pour de l'exportation. Donc ça dépend des lignes. Mais il est clair que ce problème de containers vides est un problème qui pèse sur le coût du transport. C'est exact. Je crois que vous recevez tout à l'heure, c'est-à-dire tout de suite, la CMA-CGM, voilà, de bonnes questions à leur poser. Ils vont savoir vous renseigner sans doute beaucoup mieux que nous. Bon, je m'en voudrais de ne pas au moins amorcer un début de réponse à Madame la rapporteure. Bon, sur les relations dans la zone, je sais que c'est un sujet cher à votre cœur, Madame Jacques. Bon, j'ai répondu déjà à beaucoup de questions posées par Jean-François Rapin sur le sujet, qui est, je crois, saisi par la délégation d'un rapport spécial sur le sujet, donc je ne reviendrai pas vraiment. Simplement, il y a le droit et puis il y a, j'allais dire, le budget. Bon. Il est possible, c'est d'ailleurs ce que font les Canaries, de transformer l'aide au RSA en aide à l'acheminement des produits finis destinés à l'alimentation humaine. Nous considérons que ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais on mentirait en disant que c'est juridiquement impossible. On va vite se heurter à un problème budgétaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, le RSA pèse pour exactement 0 €
dans le budget national, puisque c'est intégralement une aide communautaire. Malgré tout, cette aide est plafonnée dans le règlement POSEI. Pour déplafonner cette aide, il faut réouvrir le règlement, ce qui est un premier élément de complexité. Et puis le deuxième élément de complexité, c'est qu'il faudra abonder par des crédits nationaux cette aide RSA dès lors qu'on voudra la transformer en aide destinée à l'alimentation humaine. Je me permets, avec un peu de malice, de faire remarquer que le Sénat, à l'unanimité, a voté une rallonge budgétaire sur le PLF 2025 de 8 millions d'euros sur le crédit du RSA, que l'Assemblée nationale en a fait de même, que la commission mixte paritaire en a fait de même en réduisant cette aide à 5 millions d'euros, que le Sénat a validé les conclusions de la commission mixte paritaire, que l'Assemblée nationale a validé les conclusions aussi de la commission mixte paritaire. Nous en sommes donc à 5 onctions démocratiques successives et que malgré tout, nous avons le plus grand mal à faire en sorte que cette aide soit mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence, qui se réfugie soit derrière les collectivités locales en disant qu'au fond, on n'a pas bien compris ce que c'était que cette aide et qu'il fallait qu'il y ait un cofinancement par les collectivités locales, ou qu'il va y avoir des crédits, il faut faire des économies en plus sur ce qui est déjà voté dans le PLF 2025 et que cette aide risque de passer à l'as directement. Donc oui, 3 fois oui et 100 fois oui pour augmenter le budget du RSA, vous l'avez fait, maintenant il n'y a plus qu'à le faire. Voilà. Merci à vous. Juste avant de passer la parole à Viviane, je tiens à saluer la participation active de notre collègue Laurent Duplan, puisque c'est lui qui était à l'origine, et je peux vous garantir que vous pourrez compter sur lui pour faire en sorte que le ministère de l'Agriculture fasse le nécessaire, et il nous aura tous à ses côtés pour le soutenir dans cette démarche. Alors Viviane Artigalas. Très rapidement, parce que je crois que le retour, merci beaucoup messieurs pour vos exposés et puis vos réponses. Donc vous avez abordé beaucoup de sujets. Moi, juste une précision, monsieur Guillaumin, sur vous avez évoqué l'intérêt du commerce régional. Et donc, effectivement, au-delà on sait bien qu'il peut être contraint par l'état des liaisons maritimes, mais au-delà de ça, quels sont les obstacles au développement de ce commerce régional? Est-ce qu'il y a des obstacles douaniers, fiscaux et normatifs, et que faudrait-il faire pour les réduire un petit peu? Vous avez parlé déjà de l'aspect normatif qui a été pour la construction. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement débloquer un petit peu ces obstacles? Bien, on peut. Moi, j'aime bien prendre les succès pragmatiques pour aller de l'avant. Donc, je pense qu'il faudrait continuer par rapport aux produits du BTP et voir dans quelle mesure on peut déroger ponctuellement, alors dans le cas d'espèces, à des normes CE, sans je le dis 3 fois évidemment, sans contrarier la qualité et la sécurité de ces produits. C'est probablement plus facile sur des produits non alimentaires. Pourquoi? Parce que sur les produits alimentaires, on a des problèmes de sécurité alimentaire, donc on a évidemment des normes légitimes, drastiques, qui existent à l'intérieur de l'Union européenne et sur lesquelles il faut faire extrêmement attention de ne pas déroger, puisque là, on parle de qualité sanitaire et on parle de l'alimentation des êtres humains. Et je pense qu'en prenant le chemin des produits du BTP, en étant pragmatique produit par produit, ou par famille de produits, je vous prie de m'en excuser, on peut avancer sur cette question de normes. Sur l'aspect douanier, je fais simple, vous m'excuserez pour aller très vite, on a relativement peu de problèmes, en tout cas dans d'autres zones, puisque pour la plupart des pays, on est sur des ex-pays ACP qui ont des APE, des accords avec entrée de droit nulle ou quasi nulle, avec assez peu de quotas. Et encore ça, on pourrait gérer ces questions-là si évidemment il n'y avait pas d'atteinte à la production locale. Donc on n'est pas trop embêté par l'aspect douanier, mais l'aspect normalisation est le vecteur à travailler avec une approche pragmatique, définir des priorités avec encore une fois tous les acteurs, que j'ai cités tout à l'heure par exemple, et puis regarder ce qui est le moins compliqué. Probablement, pour revenir à certains produits alimentaires, on peut avoir des produits alimentaires, je prends l'exemple des abattoirs de bœuf, on ne changera pas et légitimement les normes CE sur les abattoirs de bœuf parce qu'on a probablement un intérêt légitime tous ensemble à garder cette qualité
et cette sécurité alimentaire pour les consommateurs. Merci. Alors, je vais clore cette audition qui était vraiment très, très intéressante et très éclairante. Nous avons appris beaucoup de choses et nous restons à votre disposition pour une contribution écrite si vous voulez nous apporter des éléments complémentaires. Voilà, merci à vous et je prie déjà notre prochain audité de nous excuser pour le retard occasionné par ce sujet très passionnant. Merci à vous. Et merci, chers collègues. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame. Explique.